Et l'aventure continue. Et voilà, j'ai déjà repris mon voyage. Ma journée de repos d'hier aura passé en un éclair, comme un flash. Je me dirige maintenant vers une ville qui s'appelle Périgueux. C'est ma prochaine étape, et c'est à une centaine de kilomètres d'ici. On y sera à peu près dans 5 jours. Ça ira vite déjà. Je me sens bien reposé et prêt à continuer ce voyage. J'ai hâte d'arriver aux Pyrénées. Je n'y suis encore jamais allé. Je me demande ce que ça va être. Je me demande aussi quel beau paysage le chemin me réserve avant d'arriver jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il pleuvait ce matin sur Aix, sur Vienne. Il l'avait annoncé. J'ai donc rangé mes affaires dans mon sac et puis je suis allé le poser dans la salle commune du camping. Et puis j'ai retiré les sardines de la tente. Et la tente est tellement légère que j'ai pu la déplacer comme ça, jusque sous un petit préau où je l'ai remballée. Et puis je l'ai mise au fond du sac et puis j'ai mis mes affaires comme je les mets d'habitude dans le sac à nouveau. De cette manière-là, j'ai pu tout remballer en étant au sec. J'ai vu sur la carte qu'il existe une alternative au chemin qui permet de passer par un endroit qui s'appelle Flavignac. Je pensais aujourd'hui aller à Saint-Laurent-sur-Gorre, mais la météo m'en a découragé. Ils annoncent la pluie pour toute la journée. Je pensais devoir marcher, il est à peu près 14 heures maintenant, sous la pluie tout le temps, mais la météo s'est un peu trompée. Et quoi qu'il en soit, je me suis dirigé plutôt que Saint-Laurent-sur-Gorre vers Flavignac, parce que c'est seulement à 16 km de mon point de départ. Ça me fait une toute petite étape aujourd'hui. Après mon jour de repos, c'est pas mal. Et puis, ça ne change rien à l'itinéraire que j'avais prévu pour les autres jours. Je pensais aller à Chalut demain, mais comme c'est un peu trop proche maintenant, j'irai directement à Flibex, et puis je reprendrai l'itinéraire que j'avais prévu jusque Périgueux. Ce qui m'a surtout décidé, c'est qu'il existe un camping à Flavignac, alors qu'à Saint-Laurent-sur-Gorre, je ne savais pas du tout où j'allais passer la nuit, ou s'il y a un refuge pèlerin là-bas, ou si j'aurais dû trouver un moyen de monter peut-être la tente sous la pluie. Et donc, l'option du camping m'est apparue comme étant la plus judicieuse parce que c'était le plus facile à faire compte tenu de la météo. La météo n'a pas l'air de s'arranger dans les jours qui viennent, encore qu'ils annoncent sec pour demain. J'espère que le beau temps n'est pas déjà terminé avec la fin du mois d'août et que j'aurai encore de belles journées pour marcher jusqu'aux Pyrénées. Ce que j'ai trouvé difficile au cours de mon voyage, c'était le raccourcissement des jours, de la luminosité, je veux dire. Lorsque j'ai atteint ma première étape, c'était un miroir, j'ai pu monter la tente, il y avait encore de la lumière vers 22h30. C'était encore possible d'y voir ce que je faisais. Alors que maintenant,
vers 21h15 et même probablement un petit peu avant ça maintenant, monter la tente à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Bien, ça ne va pas aller en s'arrangeant et peut-être que je vais devoir me forcer à me lever un peu plus tôt pour partir plus tôt, pour profiter de la clarté plus longtemps. Au fond, qu'est-ce qu'un souvenir? Nous avons tendance à considérer que les souvenirs sont comme des fiches qui sont rangées dans un tiroir qui se trouve à l'intérieur du crâne. Admettons que vous rencontriez un collègue de travail, que vous le reconnaissiez à l'autre bout du couloir. Un objet apparaît dans la conscience, et cet objet est immédiatement, automatiquement, par réflexe, comparé aux informations qui existent dans la mémoire, et cet objet là-bas est reconnu comme étant un collègue, mais pas n'importe quel collègue, ce collègue qui est absolument pénible et que l'on n'a pas envie de croiser. Aussitôt qu'il est reconnu, il y a une réaction, un réflexe, qui est de dire « Oh non, pas lui ». Et puis peut-être, s'il existe un couloir transversal, on se jette dans ce couloir pour l'esquiver. À ce moment-là, vraiment, qu'est-ce que le souvenir? Le souvenir est-il vraiment limité à l'énergie mentale? Le souvenir n'est-il pas quelque chose qui prend place dans la totalité du corps? N'est-il pas aussi une réponse émotionnelle? Une forme de rejet? Oh non, pas lui. N'est-il pas aussi un mouvement du corps qui se jette dans une direction différente pour éviter de rencontrer l'autre? Et j'en viens par là à me demander si au fond, le traumatisme lui-même ne serait pas un souvenir, qui existerait à un niveau psychologique, émotionnel et corporel. Au moment où il prend place, on peut lire sur le visage de la personne que quelque chose ne va pas. Il y aurait ce mouvement, et ce mouvement serait chronique. Et au fond, quelle est notre attitude par rapport au traumatisme? Je partageais l'idée d'Hippocrate l'autre jour, selon laquelle la médecine n'est pas une science, mais un art, parce qu'elle implique une relation entre le médecin et son patient, une relation humaine, de la même manière que le patient a une relation avec sa maladie. Quelle est notre relation avec notre maladie, avec notre traumatisme? Qui est ce mouvement du passé qui vient s'imposer sur le présent encore et encore et encore? Je parlais d'étymologie hier. Il y a ce mot qui me revient soudainement en mémoire, et qui est le mot tradition. La tradition, étymologiquement, c'est de transmettre. C'est de transmettre une information. Donc de nouveau, la tradition, c'est le passé qui vient s'imposer sur le présent. Il y a une étymologie plus profonde au mot tradition, qui est de trahir. La tradition, c'est ce qui vient trahir le présent. Quelle est la place que nous laissons au présent dans la vie de tous les jours, à l'ici et maintenant? L'attention, qui n'a rien à voir avec la mémoire, semble être la plupart du temps complètement hypnotisée par le mouvement de la pensée, qui est elle le mouvement de la mémoire. Et à partir de notre mémoire, nous nous projetons souvent dans le futur. Le futur que nous imaginons est imaginé à partir de, bien sûr, des informations de notre mémoire. Si bien que nous vivons dans un temps psychologique, il semble que nous passons très peu de temps ici et maintenant. Mais j'en reviens à cette idée d'Hippocrate. Quelle est notre relation avec notre traumatisme, qui est un mouvement du passé, qui n'arrête pas de venir s'imposer sur le présent, et dont apparemment nous ne parvenons pas à nous libérer? Et en fait, qui est ce nous qui ne parvient pas à se libérer du traumatisme? Qui est ce moi? Comment est-ce que moi je me définis? Est-ce que le moi lui-même n'est pas le passé, n'est pas un mouvement de la mémoire? Est-ce que je ne me définis pas exclusivement avec des informations enregistrées dans la mémoire, avec des souvenirs? Le moi n'est-il pas qu'un amalgame de souvenirs? Et cette construction mentale, ce verbe, cette activité psychologique, émotionnelle, physique, en fait n'existe plus dans le sommeil profond. Dès lors, y a-t-il une séparation entre
le traumatisme et le moi. Est-ce qu'ils n'ont pas tous les deux la même nature, qui est le passé, qui est la mémoire, et n'ont-ils pas quelque chose d'intempestif qui vient s'imposer sur le présent? Quelle est la posture de la tête? Quelle est la posture du cœur? Quelle est la posture du corps? Ces trois postures sont vues à partir de la clarté. Et cette clarté, est-ce que ce n'est pas l'ici et maintenant? Est-ce que nous pourrions libérer l'attention de son hypnose? Elle semble être complètement accaparée par la pensée, par le passé. Est-ce que nous pourrions ramener l'attention sur cet ici et maintenant et simplement voir ce mouvement du traumatisme, du passé et du moi qui prend place ici, et avec ça, certainement on verrait que par défaut notre attitude consiste à rejeter le traumatisme. Nous ne voulons pas ressentir ça à nouveau. Et la pensée voit les choses en noir et en blanc. Alors si on nous dit « ne rejette pas ton traumatisme », immédiatement elle dit « tu dois l'accepter ». Mais de nouveau, le mouvement de rejet ou d'acceptation ne vient-il pas du moi? N'est-il pas comme cette division entre le moi et le traumatisme? Or, y a-t-il vraiment une séparation entre les deux mouvements? Sans traumatisme, il n'y a pas de moi. Et je dirais que sans le moi, il n'y a pas de possibilité pour l'être humain d'être traumatisé. Il me semble que le moi est au cœur de la question du traumatisme. Et si cette construction mentale ne prend pas place ici et maintenant, alors il n'y a pas de souffrance. Si vous êtes agressé verbalement par quelqu'un qui vous manque de respect, cette personne, d'une certaine manière, s'attaque à l'image que vous vous faites de vous-même, et là vous souffrez. Mais si vous êtes totalement attentif, ou plutôt si une attention inconditionnelle est donnée ici et maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vous qui est attentif, il y a juste cette attention inconditionnelle, dans laquelle le vous, le moi n'existe pas. Dans cette attention inconditionnelle, il n'y a pas de souffrance lorsque l'autre agresse. Le moi et le traumatisme ne sont pas séparés. Et toutes les actions que le moi entreprend pour essayer de se libérer du traumatisme, qui consiste en fait à essayer de le supprimer, ne revient-il pas d'une certaine manière à essayer de se dépecer? Le traumatisme, c'est un mouvement de l'énergie vitale elle-même, un mouvement de l'émotion, un mouvement de la pensée et un mouvement du corps, des boyaux, des muscles du visage peut-être, de la respiration. Est-ce que d'essayer de se débarrasser du traumatisme, ce n'est pas comme essayer de se débarrasser d'une partie de son énergie vitale? D'abord, ça ne fonctionne pas, parce que le moi n'est pas séparé du traumatisme comme il le croit. Et comme il n'en est pas séparé et qu'il fait partie du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Je crois que dans toute cette écoute inconditionnelle que nous pourrions donner au désordre chronique qui revient en nous continuellement, si vraiment nous pouvions faire autre chose que de rejeter ça, ou de ressasser ça, si nous pouvions simplement laisser le traumatisme s'exprimer, laisser ce nœud raconter sa propre histoire, si nous pouvions laisser le présent raconter sa propre histoire, je crois qu'à ce moment-là, en tout cas, c'est mon expérience personnelle, il y a quelque chose qui lâche dans le corps. Il y a un relâchement. Chez moi, ça apparaît souvent par des bâillements. Et vient un moment, apparemment, où une certaine forme de souffrance ne prend plus place dans l'organisme. En ce qui me concerne, j'ai bon espoir de parvenir à mettre un terme à toutes les formes de souffrance. Je cherche en réalité un moyen de forger un esprit qui ne peut plus souffrir. Et comme je vous l'expliquais dans d'autres vidéos, dans un autre contexte, la solitude, l'ennui et les regrets ne prennent plus place ici. Et donc je suis persuadé que c'est possible pour l'être humain, s'il en vient à se connaître lui-même, à voir toutes les erreurs qui sont commises par sa pensée, à mettre un terme à la souffrance psychologique
et à mener une vie alors tout à fait agréable.